Le manuscrit de Voynich date d'environ 1404 à 1434. Écrit à la main, il est resté indéchiffrable jusqu'à présent. Et si ce livre qui a défié tous les experts pendant 6 siècles était enfin sur le point d'être percé à jour, non pas par des mains humaines, mais par une machine que nous avons conçue. Et si des pages, autrefois jugées absurdes, commençaient à murmurer, non pas avec clarté, mais avec des implications troublantes. Une machine pourrait-elle révéler des connaissances délibérément cachées, et pour une bonne raison? Alors que l'intelligence artificielle se rapproche du déchiffrement du manuscrit de Voynich, une question se pose. Sommes-nous prêts à affronter ce qu'il renferme? Car une seule phrase déchiffrée pourrait en bouleverser le sens profond et pas forcément de la manière souhaitée. Si le manuscrit se met à parler, regretterons-nous de l'avoir écouté? Le livre qui a refusé de parler. Depuis plus de 6 siècles, le manuscrit de Voynich résiste à toutes les tentatives pour percer ses secrets. Daté au carbone 14 du début du 14e siècle, ce codex énigmatique est largement considéré comme l'un des livres les plus mystérieux de l'histoire. Écrit dans une écriture et une langue inconnues, jamais identifié avec certitude, il a attiré l'attention des érudits, des linguistes, des cryptanalystes et même des adeptes des théories du complot. Malgré d'innombrables tentatives au cours du siècle dernier, nul n'est parvenu à déchiffrer plus de quelques fragments du texte et aucun consensus n'a été établi. Non seulement il est illisible, mais il demeure implacable. Plus on s'efforce de le comprendre, plus le mystère s'épaissit. Ce qui rend le manuscrit de Voynich si fascinant, ce n'est pas seulement son étrangeté, mais aussi sa résistance à la logique humaine et à la linguistique. Des cryptographes chevronnés des 2 guerres mondiales aux linguistes, maîtrisant des dialectes médiévaux obscurs, le manuscrit a déconcerté des générations. Les théories ont oscillé entre le pragmatique, comme l'idée qu'il s'agisse d'un guide d'herboristerie codé, et le spéculatif évoquant notamment une origine extraterrestre ou un canular élaboré. Pourtant, quel que soit l'angle d'approche, le résultat était le même confusion-controverse et finalement échec. Le manuscrit devint une sorte de cimetière intellectuel où même les esprits les plus brillants se partirent bredouille. Mais aujourd'hui, la situation a évolué. Après des années de stagnation, une nouvelle forme d'intelligence s'attaque au manuscrit. Non pas humaine, mais artificielle. Contrairement aux humains, l'IA ne se décourage pas et ne se laisse pas distraire. Elle ne s'attache pas aux théories. Elle travaille plutôt avec des modèles des probabilités et le traitement massif de données. Et il semble que ce soit précisément ce qu'il fallait. Ces dernières années, l'apprentissage automatique et le traitement automatique du langage naturel ont permis de révéler au sein du manuscrit des schémas et des structures linguistiques imperceptibles à l'œil nu. Le long silence qui entourait le manuscrit de Voynich pourrait enfin se rompre non pas grâce à une intelligence accrue, mais grâce à la création d'un système capable de nous surpasser dans un domaine précis. Cette découverte soulève de nouvelles questions. Le manuscrit était-il déchiffrable depuis toujours, mais simplement hors de portée de l'homme? Ou bien l'IA perçoit-elle des choses qui n'existent pas réellement, trouvant un ordre dans le bruit parce qu'elle est programmée pour cela? Quoi qu'il en soit, le constat est là. Là où l'humanité a échoué pendant des siècles, les machines font désormais de réels progrès. Comme l'a fait remarquer un chercheur, il a fallu une machine pour entendre ce que les humains ne pouvaient pas. Reste à savoir s'il s'agit d'une avancée majeure ou d'un nouveau danger. Aussi, avant de nous interroger sur le contenu du manuscrit, peut-être devrions-nous nous poser une question plus simple. Qu'est-ce qu'on regarde exactement? À quoi ressemble le manuscrit? Physiquement, le manuscrit de Voynich est sans particularité, 240 pages de parchemin reliées en un petit codex de la taille d'un livre de poche moderne. Mais son contenu a déconcerté des générations de chercheurs.
Le texte est écrit dans une écriture aujourd'hui connue sous le nom de Voynich, un alphabet totalement inconnu qui ne correspond à aucun système d'écriture connu. Les caractères semblent avoir été écrits d'une main fluide et régulière, ce qui suggère une grande aisance et une intention précise. Son auteur n'a manifestement pas improvisé. Malgré son écriture élégante, ce texte ne peut être rattaché à aucune langue connue, ce qui ne fait qu'épaissir le mystère de son but et de son origine. Les illustrations sont tout aussi énigmatiques que le texte, voire plus. Dans les différentes sections du manuscrit, on trouve des dessins botaniques détaillés de plantes ne correspondant à aucune espèce connue, des cartes astronomiques aux agencements d'étoiles et de symboles étranges, et parmi les éléments les plus déconcertants, de nombreux dessins de femmes nues, immergées dans ce qui semble être des bassins verdâtres et troubles. Ces figures sont parfois reliées par des tubes ou contenues dans des structures ressemblant à des récipients, ce qui alimente les spéculations sur des processus biologiques ou alchimiques. Le style visuel est médiéval, mais les thèmes demeurent difficiles à catégoriser, trop symboliques pour la science pure, trop structurés pour de simples gribouillages. La plupart des chercheurs divisent le manuscrit en 5 sections thématiques, selon le contenu des dessins botaniques, astronomiques, biologiques, pharmaceutiques, et ce que l'on appelle souvent la section des recettes. La section botanique regorge de grands schémas de plantes, certaines ressemblant à des herbes familières, tandis que d'autres sont non identifiables ou semblent être des hybrides. Les pages astronomiques présentent des signes du zodiaque comme les poissons et le sagittaire, associés à des cartes stellaires difficiles à interpréter. La section biologique, où apparaissent ces figures féminines interconnectées, est la plus troublante, suggérant une thématique médicale ou reproductive, sans toutefois d'explication claire. Les pages consacrées aux produits pharmaceutiques présentent des récipients et des parties de plantes, et la dernière section semble lister de courts paragraphes, probablement des recettes ou des instructions. Considéré dans son ensemble, le manuscrit donne l'impression d'être l'œuvre d'une personne ou d'un groupe profondément investi dans la documentation de connaissances spécialisées, mais ayant choisi de les dissimuler derrière plusieurs couches d'obscurcissement. Certains pensent qu'il s'agit du carnet d'un alchimiste, d'autres d'un manuel médical. Quel que soit son but, sa mise en page et sa structure témoignent d'une planification minutieuse. Il ne s'agit pas d'un ouvrage improvisé. Il ressemble plutôt à un livre de référence codé, suggérant que si les idées qu'il renferme étaient sans doute pratiques, leur dissimulation était délibérée. Que cherchait-il à préserver et de qui? Des décennies d'impasse. Pendant plus d'un siècle, le manuscrit de Voynich a mis au défi les plus grands esprits de la linguistique, de la cryptographie et de l'histoire médiévale, sans jamais parvenir à le déchiffrer. Après sa redécouverte en 1912, il a rapidement attiré l'attention de chercheurs désireux de percer le mystère de ce qui semblait être un code ancien. Au début du 20e siècle, des cryptanalystes, dont des experts des Premières et Secondes Guerres mondiales, appliquèrent des méthodes statistiques et d'analyse de fréquences, convaincus qu'il s'agissait d'un message chiffré. Malgré leurs compétences pointues, acquises pour beaucoup lors de véritables opérations de décryptage en temps de guerre, aucun ne parvint à identifier un système clair ni une origine linguistique. Le manuscrit refusait même de révéler les schémas les plus élémentaires, susceptibles de suggérer une langue ou une méthode de chiffrement connue. L'une des tentatives les plus remarquables fut celle de William et Elizabeth Friedman, un couple légendaire de cryptanalystes qui aidèrent les Alliés à décrypter les communications ennemies pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré des années passées à analyser la structure du manuscrit, ils finirent par conclure qu'il suivait la logique d'une langue réelle. Mais sans savoir de quelle langue il s'agissait, ni même si elle existait encore, il n'y avait aucune solution. D'autres cryptographes, tant gouvernementaux que militaires, s'y sont essayés notamment pendant la guerre froide, période marquée par un essor considérable des compétences en décryptage. Pourtant même, avec l'aide des premiers outils informatiques
ils n'ont réalisé aucun progrès significatif. Ces échecs n'étaient pourtant pas dus à un manque d'effort. Ces passages témoignaient de la construction unique du manuscrit et de son caractère profondément obscur. Au cours des décennies suivantes, chercheurs universitaires et amateurs ont avancé diverses théories. Certains pensaient que le manuscrit avait été écrit par le moine anglais Roger Bacon, à l'aide d'un code aujourd'hui perdu. D'autres ont avancé qu'il s'agissait d'une forme de sténographie d'un Ukrainien sans voyelles, voire d'un charabia construit pour imiter une langue réelle. Une des théories les plus persistantes affirmait que le livre était un canular élaboré peut-être de Wilfrid Voynich lui-même ou d'un faussaire de la Renaissance. Mais la datation au carbone 14 et l'analyse de l'encre ont finalement réfuté cette idée, confirmant son origine au début du 15e siècle. Pourtant, la résistance du manuscrit à la traduction a amené beaucoup à se demander s'il ne s'agissait pas tout simplement de charabia déguisé de manière convaincante. Ce qui rend le manuscrit de Voynich particulièrement fascinant, c'est la constance avec laquelle il a déjoué même les esprits les plus brillants. Chaque avancée technologique ou découverte linguistique semblait susciter un espoir renouvelé pour se heurter invariablement au même obstacle. Certains des cryptanalystes les plus expérimentés de l'histoire ont renoncé reconnaissant leur totale perplexité. Le manuscrit s'est forgé une réputation non seulement de mystère, mais aussi d'échec professionnel pour quiconque osait s'y attaquer. Du moins jusqu'à présent, car le prochain défi n'était pas humain. C'était l'intelligence artificielle. Malgré d'innombrables heures de travail consacrées au déchiffrement de ces pages, le manuscrit de Voynich est devenu un exemple à méditer pour les chercheurs, un projet qui promettait la gloire, mais n'a apporté que frustration. Des carrières universitaires entières se sont écoulées sans autre résultat que des conjectures éclairées et des hypothèses au point mort. Des linguistes ont tenté de rattacher les manuscrits de Voynich à toutes les familles de langues connues. Des mathématiciens ont analysé leur structure à la recherche de schémas de chiffrement. Même des neurologues se sont demandé s'il s'agissait du fruit d'une pensée dérangée. Chaque approche apportait un éclairage différent, mais toutes aboutissaient à la même conclusion. Le manuscrit ne se comportait comme aucun système connu. Il imitait la logique sans la dévoiler, tel un code délibérément conçu pour tromper. Certains chercheurs ont commencé à se demander si le problème ne résidait pas moins dans la méthode que dans les hypothèses sous-jacentes. Était-ce un texte destiné à être lu? Ou bien avait-il été conçu comme un artefact symbolique dont le sens serait imprégné d'images de répétition et de rythme plutôt que de mots? Cette réflexion a fait basculer la cryptanalyse traditionnelle vers le domaine de la sémiotique et de l'anthropologie. Pourtant même, les interprétations alternatives se sont heurtées à l'absence de fondement textuel. Le manuscrit demeurait imperturbable, une énigme séculaire imperméable à toute la gamme de l'intellect humain. L'avènement de l'IA ne représentait pas seulement un nouvel outil. Il marquait un tournant dans notre façon d'appréhender l'inconnu non plus par l'intuition ou l'expérience, mais en confiant le problème à une entité qui ne pense pas comme nous. Un cerveau numérique contre un esprit médiéval. Pendant plus d'un siècle, le manuscrit de Voynich est resté une forteresse linguistique imprenable, inviolable pour l'homme. Tout a basculé avec l'avènement de l'intelligence artificielle. À l'Université de l'Alberta, le professeur Greg Kondrak et son doctorant Bradley Hauer ont appliqué l'apprentissage automatique et le traitement automatique du langage naturel TALN à cette énigme. Leur objectif était simple, considérer le manuscrit comme une langue pouvant être comparée systématiquement à d'autres. À l'aide d'algorithmes conçus pour détecter les similarités structurelles de syntaxe et de vocabulaire, ils ont effectué des comparaisons avec plus de 380 langues modernes et anciennes. Les résultats de l'IA les ont même surpris. L'IA a conclu que le manuscrit était le plus proche de l'hébreu, un résultat inattendu étant donné que de nombreux chercheurs humains supposaient depuis longtemps que le texte pouvait être basé sur le latin, ou une langue aujourd'hui disparue.
Plus de 80% des mots décodés avaient une correspondance dans un dictionnaire hébreu. Il ne s'agissait pas d'une simple corrélation, les correspondances étaient suffisamment cohérentes pour suggérer une structure réelle sous l'apparente aléatoire de l'écriture. Kondrack et Hauer se gardaient toutefois d'exagérer. Les premières traductions étaient fragmentaires et maladroites, et la structure des phrases n'était pas toujours cohérente. Mais la machine avait révélé une structure, un fondement, là où régnait auparavant le chaos. L'une des avancées les plus significatives a eu lieu lorsque les chercheurs ont tenté d'interpréter la première phrase du manuscrit. Après quelques corrections orthographiques mineures et des tests avec Google Traduction, la phrase se serait lue ainsi: « Elle a fait des recommandations aux prêtres, aux maîtres de maison à moi et aux autres. » Bien que maladroite, la phrase respecte les règles grammaticales et ressemble au langage courant. Ce n'était pas une preuve définitive, mais la première phrase plausible jamais extraite du texte. Cette découverte suggérait que le manuscrit avait peut-être été écrit dans une forme codée ou transformé d'hébreu, utilisant peut-être des techniques comme l'anagramme ou la substitution de lettres, ce qui le rendait particulièrement difficile à déchiffrer. Ce qui distinguait cette tentative, ce n'était pas seulement la correspondance linguistique, mais aussi la méthodologie. Contrairement aux tentatives précédentes guidées par l'intuition, l'IA a analysé le manuscrit grâce à une reconnaissance de forme froide et calculée. Le système n'avait ni idée préconçue, ni théorie personnelle, ni implication émotionnelle. Il s'est simplement basé sur les données. Bien que cela ne signifie pas que le manuscrit soit désormais entièrement lisible, il s'agit d'une avancée significative. Le manuscrit de Voynich commence enfin à répondre non pas à des siècles de spéculation, mais à une machine qui maîtrise le langage universel des probabilités. On ignore encore s'il s'agit du début d'une traduction complète ou d'une simple énième interprétation trompeuse. Anagramme, alphagramme et algorithme. L'un des aspects-pieds les plus fascinants du décryptage du manuscrit de Voynich par intelligence artificielle réside dans l'utilisation possible d'alphagrammes. Une technique consistant à ordonner les lettres d'un mot par ordre alphabétique. Cette transformation ne produit pas de charabia, mais dissimule des mots familiers en réorganisant leurs lettres dessous. Si l'auteur original a utilisé cette méthode intentionnellement, elle aurait constitué un chiffrement simple mais efficace, capable de tromper tout lecteur non averti. Pendant des décennies, les chercheurs ont négligé cette possibilité ou l'ont jugée improbable. Mais pour une machine entraînée à traiter des milliards de permutations, les alphagrammes ne sont qu'un motif parmi d'autres à tester. L'intelligence artificielle a pu utiliser cette méthode combinée aux structures linguistiques connues pour analyser les premières pages du manuscrit. Plus précisément, des chercheurs de l'Université de l'Alberta se sont concentrés sur les 10 premières pages et ont appliqué un traitement algorithmique qui a permis de déchiffrer ces agencements de lettres en se basant sur la fréquence, la syntaxe et la modélisation contextuelle. Résultat, un pourcentage étonnamment élevé de mots correspondait à des entrées de dictionnaires hébraïques. Il ne s'agissait pas de simples coïncidences. La cohérence était suffisamment frappante pour suggérer que quelqu'un avait déployé des efforts considérables pour encoder des phrases hébraïques à l'aide de structures alphabétisées ou brouillées probablement, afin de dissimuler la langue source. Un exemple convaincant en est fourni par une traduction provisoire de la première ligne du manuscrit. Après avoir résolu la construction anagrammatique et corrigé quelques fautes d'orthographe mineures, la phrase obtenue une fois traduite par Google. Traduction se lisait ainsi: « Elle a fait des recommandations aux prêtres, aux maîtres de maison à moi et aux gens. » Bien que grammaticalement imparfaite, la phrase présentait une structure et un sens reconnaissables, ce qu'aucune traduction précédente n'avait réussi à faire. Il s'agissait d'un progrès majeur, non pas parce que la traduction était parfaite,
mais parce qu'elle prouvait que le manuscrit utilisait peut-être plus qu'une simple écriture inconnue. Il pourrait s'agir de mots familiers, masqués par des formes fortement altérées. Surtout l'utilisation d'alphagrammes et de jeux de mots proches des anagrammes expliquerait pourquoi les experts humains, même les cryptanalystes les plus chevronnés, n'ont pas réussi à progresser. Ces techniques créent une ambiguïté que les humains considèrent souvent comme du bruit, mais que les machines peuvent analyser systématiquement. Le succès d'AED ne résidait pas dans le décryptage d'un code au sens traditionnel du terme, mais dans la reconnaissance d'un système logique conçu pour brouiller les pistes qui... Reste à savoir si ces schémas se retrouvent dans l'ensemble du manuscrit, mais une chose est sûre, le manuscrit de Voynich était peut-être lisible depuis le début, simplement écrit dans une langue réorganisée et obscurcie, de telle sorte que seule une machine pouvait patiemment la déchiffrer. Alors même que les algorithmes semblaient lever le voile, une autre strate, pourtant évidente, a commencé à émerger des pages elles-mêmes. Des analyses multispectrales aux mains humaines. En 2024, une percée d'un genre nouveau a vu le jour non pas grâce au décryptage ou à l'analyse linguistique, mais grâce aux technologies d'imagerie. Une équipe de chercheurs dirigée par Lisa Fagan Davis, spécialiste des manuscrits médiévaux, a entrepris de réexaminer des scans multispectraux du manuscrit de Voynich réalisés des années auparavant, mais jamais pleinement exploités. L'imagerie multispectrale permet aux chercheurs d'observer un document sous différentes longueurs d'onde, révélant des détails cachés des marques effacées et des textes invisibles à l'œil nu. Cette technologie avait déjà révolutionné l'étude d'autres textes anciens, mais son application au manuscrit de Voynich était restée sous-utilisée jusqu'à présent. Lorsque Davis et son équipe ont réexaminé les numérisations de 10 pages spécifiques, ils ont fait une découverte remarquable de faibles annotations marginales en caractères romains, probablement ajoutées par une personne ayant tenté de déchiffrer le manuscrit au XVIIe siècle. Ces annotations n'étaient ni décoratives ni aléatoires. Il s'agissait clairement de tentatives délibérées de faire correspondre les caractères du manuscrit de Voynich à du latin ou à une autre langue connue. L'écriture l'encre et le contexte orientaient fortement l'attribution du manuscrit à Johannes Marcus Marci, un médecin pragois du XVIIe siècle, qui en avait été le propriétaire. Marci avait auparavant confié l'ouvrage au jésuite Athanasius Kircher, dans le cadre d'une tentative bien documentée pour le faire déchiffrer. Cependant, cette découverte suggérait que Marci avait peut-être d'abord essayé de le déchiffrer lui-même. Cette trouvaille apporta un éclairage important au débat autour du manuscrit de Voynich. Elle montrait que ce dernier était sérieusement étudié par des érudits de l'époque qui croyaient manifestement en son importance. Les annotations suggéraient un effort délibéré pour déchiffrer le texte plutôt que de le rejeter ou de le falsifier. En effet, certaines notes marginales semblaient établir une correspondance directe entre les symboles du manuscrit de Voynich et leurs équivalents latins, constituant ainsi une sorte de clé manuscrite primitive. Bien qu'incomplètes, ces marques apportaient des éléments confirmant que le texte suivait une méthode de déchiffrement et que les générations précédentes s'en étaient approchées plus près qu'on ne le pensait. Cette découverte a permis de recentrer le débat en abandonnant les théories du canular au profit d'un réexamen sérieux du contenu et de la finalité du manuscrit. Tout aussi significatives ont été les traces de correction et de révision au sein même du manuscrit révélées par l'imagerie multispectrale. Il s'agissait notamment de caractères surchargés et de signes de mots effacés, indices clairs que l'auteur original avait commis des erreurs et remanié activement son ouvrage. Ce niveau de détail réfutait l'hypothèse d'un canular sans fondement. Pourquoi quelqu'un aurait-il pris la peine de remanier un texte absurde avec autant de soin? Les preuves dressaient le portrait d'un document vivant, rédigé, étudié et modifié au fil du temps par de vraies personnes.
Combinées aux résultats de l'intelligence artificielle, les données d'imagerie ont permis de confirmer ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Le manuscrit de Voynich n'a jamais été un simple charabia. C'était une œuvre complexe et cryptée que quelqu'un a véritablement tenté de comprendre. Hébreu, latin, ou les deux. Alors que l'intelligence artificielle commençait à révéler des schémas dans le manuscrit de Voynich, un débat majeur a rapidement émergé. Quelle est la langue au cœur du manuscrit? L'analyse par intelligence artificielle de l'Université de l'Alberta a fortement suggéré l'hébreu. Plus de 80% des mots déchiffrés dans les premières pages figuraient dans des dictionnaires hébraïques confortant l'hypothèse selon laquelle la langue de base du manuscrit est une forme chiffrée de l'hébreu. Cette découverte a pris de l'ampleur à mesure que les algorithmes établissaient des correspondances entre les mots de Voynich et leurs racines hébraïques, notamment grâce à la prise en compte des anagrammes et des techniques de réorganisation des lettres. Cependant, tous les chercheurs ne sont pas convaincus que l'hébreu soit la seule explication, ni même la bonne. De récentes analyses multispectrales du manuscrit révélant des annotations marginales et cachées en caractères latins complexifient ainsi encore le débat. Ces annotations, probablement réalisées par Johannes Marcus Mardi, propriétaire du XVIIe siècle, visaient à faire correspondre les caractères de Voynich à leurs équivalents latins. Cela laisse entendre que les premiers lecteurs pensaient que le latin était la clé, ou qu'ils écrivaient eux-mêmes en latin pour interpréter ou décoder le texte. De nombreux chercheurs ont ainsi envisagé la possibilité que le manuscrit comporte plusieurs niveaux linguistiques, une sorte de double codage, l'hébreu étant peut-être la langue sous-jacente, tandis que le latin servait de référence ou de cadre de traduction. Ceci soulève une question plus profonde. Le manuscrit de Voynich pourrait-il être un document hybride, composé par une personne maîtrisant à la fois l'hébreu et le latin? Au XVe siècle, en Europe, et particulièrement dans les milieux savants, cela n'aurait pas été inhabituel. Le latin était la langue véhiculaire de l'éducation et des sciences, tandis que l'hébreu était étudié par ceux qui se consacraient aux études religieuses, à la médecine ou à l'occultisme. Il est plausible que l'auteur ou les auteurs aient employé un code linguistique mixte afin de protéger le contenu des lecteurs occasionnels comme des autorités religieuses. Bien que rares, les systèmes à double codage ont été utilisés dans d'autres manuscrits anciens pour compartimenter les connaissances ou signaler différents niveaux d'accès. Le débat reste ouvert, et cette incertitude a donné lieu à des théories concurrentes. Certains chercheurs privilégient une origine hébraïque étayée par des résultats d'intelligence artificielle et des comparaisons lexicales. D'autres soutiennent que la structure visuelle, le contexte académique et les notes marginales font du latin l'hypothèse la plus probable. Quelques-uns suggèrent qu'il pourrait ne s'agir d'aucun des deux ou des deux simultanément. Ce qui est certain, c'est que la langue seule n'explique peut-être pas tout. Si le manuscrit est effectivement à double codage, son décryptage exigera bien plus que le simple choix d'une langue. Il pourrait nécessiter la compréhension d'un système où l'hébreu et le latin interagissent, chacun ne révélant qu'une partie d'un message plus profond et plus secret. Pourquoi le cacher? Qu'y avait-il de si dangereux? L'une des théories les plus plausibles, mais aussi les plus troublantes concernant le manuscrit de Voynich, est qu'il pourrait s'agir d'un manuel de santé féminine contenant des connaissances relatives à la fertilité, la conception, les menstruations, voire les premières formes de contraception. Certaines de ces spéculations proviennent de la section biologique du manuscrit qui présente des illustrations répétées de femmes nues interagissant avec des tubes remplis de liquide et des espaces clos. Ces illustrations inhabituelles pour l'époque ont amené les chercheurs à se demander si l'ouvrage contenait des informations médicales ou anatomiques axées sur la physiologie féminine. Si tel était le cas, le manuscrit occuperait une place très délicate dans le contexte de l'Europe du XVe siècle. À cette époque, les sujets relatifs à la santé reproductive des femmes étaient non seulement tabous,
mais aussi souvent soumis à un examen minutieux de la part des institutions religieuses. L'Église catholique exerçait une influence considérable sur les connaissances admissibles et sur les personnes autorisées à y accéder ou à les diffuser. Tout ouvrage traitant de la santé des femmes en particulier, s'il contenait des instructions ou des remèdes non approuvés par l'Église, pouvait être qualifié d'hérétique, de subversif, voire d'occulte. Le chiffrement d'un tel manuscrit relevait peut-être moins de la création d'une énigme que d'un instinct de survie. L'auteur a pu se sentir contraint d'en dissimuler le contenu pour éviter des persécutions, ou pire encore, il est possible que le manuscrit ait été crypté pour protéger les connaissances contre toute utilisation abusive ou mauvaise interprétation. Si les informations qu'il contenait concernaient des traitements des aides à la fertilité ou des conceptions non religieuses de la reproduction, son créateur a pu considérer le chiffrement comme une protection essentielle. Il ne s'agissait pas nécessairement de dissimuler la vérité à jamais, mais de s'assurer qu'elle ne soit accessible qu'à ceux qui avaient la formation ou l'autorisation de la lire de manière responsable. Dans ce contexte, le manuscrit pouvait être perçu comme un artefact protecteur, dont les secrets étaient préservés pour les générations futures, supposées plus tolérantes ou mieux préparées. Pourtant, la question sous-jacente demeure troublante. De qui ce savoir était-il protégé? De l'Église, dont le contrôle sur l'éducation et la science réprimait souvent les idées non conventionnelles, ou bien du grand public, c'est-à-dire de nous tous, car le contenu était jugé trop dangereux ou déstabilisateur. Si le manuscrit de Voynich est en partie un guide médical dissimulé sous plusieurs couches de cryptographie, ce qui laisse supposer que quelqu'un considérait l'information comme à la fois précieuse et menaçante, l'IA pourrait aujourd'hui révéler ce savoir caché. Mais les raisons de sa dissimulation initiale pourraient en avoir des conséquences que nous commençons à peine à entrevoir. Les implications plus sombres de la traduction. Certaines des premières traductions du manuscrit de Voynich réalisées par l'IA ont soulevé des questions nouvelles et troublantes, non pas parce qu'elles résolvent le mystère, mais en raison de ce qu'elles semblent mettre au jour. Les phrases interprétées jusqu'à présent évoquent des pratiques impliquant des prêtres des recommandations et ce que certains considèrent comme un langage rituel ou spirituel. Conjugués à une imagerie étrange et aux thèmes pharmaceutiques et biologiques du manuscrit, ces éléments ont alimenté les théories selon lesquelles l'ouvrage pourrait documenter des remèdes interdits, la médecine traditionnelle, voire des rituels ésotériques. Il ne s'agit pas d'affirmations relatives à la magie ou au mysticisme, mais elles suggèrent un savoir destiné à rester caché, peut-être délibérément. L'intelligence artificielle a commencé à identifier des schémas récurrents qui révèlent des thèmes extérieurs à la science médiévale conventionnelle. Des références à des concoctions des cycles et des processus cérémoniels ont conduit certains chercheurs à suggérer que le manuscrit pourrait contenir des instructions rituelles ou des méthodes de guérison interdites. Au 15e siècle, les remèdes non approuvés par l'Église ou les médecins de la cour étaient souvent considérés comme dangereux, voire hérétiques. Si le livre aborde les traitements de fertilité, les plantes psychoactives ou les rites de guérison non chrétiens, cela pourrait expliquer son cryptage si minutieux. Il n'était peut-être pas considéré comme une hérésie par l'auteur, mais il l'était certainement par la société de son époque. Ceci soulève un dilemme moral. Si ce contenu a été dissimulé pour empêcher qu'il ne tombe entre de mauvaises mains ou pour éviter des persécutions, devrions-nous le révéler maintenant? Certains chercheurs craignent que le décryptage du manuscrit, sans en comprendre le contexte culturel, puisse mener à des interprétations erronées au sensationnalisme, voire à des tentatives de reconstitution de pratiques délibérément abandonnées. L'IA est dépourvue de toute morale. Elle traite des données, identifie des tendances et produit des résultats. Mais que se passe-t-il lorsque ce processus expose au grand jour des connaissances longtemps enfouies et potentiellement explosives? L'implication la plus sombre est que le cryptage du manuscrit n'était pas qu'une simple question technique.
Il s'agissait d'une mesure de protection. Quelqu'un a peut-être déployé des efforts considérables pour garder ce savoir secret, soit pour préserver son pouvoir, soit pour s'assurer qu'il ne soit utilisé que par ceux jugés dignes. Avec les progrès de l'IA, nous pourrions découvrir des contenus qui n'étaient pas destinés à être lus par nos jours, des documents porteurs d'une portée culturelle, religieuse ou éthique bien supérieure à celle d'une simple traduction. Le manuscrit de Voynich n'est peut-être pas qu'une énigme, il pourrait être un avertissement. Avec l'avènement de l'IA, la véritable question n'est plus de savoir si nous pouvons le déchiffrer, mais si nous le devons. À mesure que le manuscrit se rapproche de sa compréhension, la véritable préoccupation pourrait ne plus être ce qui est caché, mais ce qui se passera une fois révélé. La prochaine étape inquiétante se profile. Malgré les récentes avancées, le manuscrit de Voynich reste encore partiellement décrypté. L'intelligence artificielle a permis de mettre au jour des schémas structurels des liens linguistiques et même des traductions provisoires. Cependant, personne ne peut encore prétendre à une lecture complète et cohérente de l'ouvrage dans son intégralité. Les modèles d'IA continuent de s'améliorer et à chaque itération, ils se rapprochent d'une meilleure compréhension de la syntaxe et du vocabulaire du manuscrit. Cependant, une grande partie du texte demeure fragmentée et contextuellement ambiguë. Nous ignorons encore quel pourcentage du livre représente ces phrases traduites et si elles reflètent fidèlement l'intention de l'auteur. Cette incertitude est cruciale, compte tenu notamment de la nature délicate de certains passages. À mesure que l'IA affine ses modèles, le risque de mauvaise interprétation augmente. Un algorithme entraîné sur les structures des langues modernes peut générer de faux positifs en reconnaissant un sens là où il n'y en a pas ou en déformant des schémas partiels pour en faire des récits trompeurs. Si les premières traductions évoquent des sujets comme les rituels, la médecine ou des connaissances interdites, ces interprétations pourraient être amplifiées ou déformées par ceux qui recherchent des réponses sensationnelles. Le risque n'est pas seulement théorique. Des conclusions non vérifiées, surtout lorsqu'elles sont relayées par les médias, peuvent engendrer de la désinformation, des falsifications historiques, voire le dangereux retour de pratiques médicales obsolètes. Sans contexte culturel ni supervision humaine, les résultats générés par l'IA risquent de faire plus de mal que de bien. Cela soulève une question troublante. Et si le décryptage du manuscrit entraînait des conséquences auxquelles nous ne sommes pas préparés? Non pas parce qu'il recèle de la magie ou des malédictions, mais parce qu'il pourrait faire ressurgir des idées délibérément enfouies. Des concepts relatifs au corps, à l'âme ou à la santé. Jadis réprimés, pourraient désormais refaire surface, libérés des freins qui les ont historiquement structurés. Contrairement au passé, les outils actuels permettent de diffuser rapidement ces idées. Si l'IA ouvre la porte à des connaissances autrefois occultées pour des raisons sociales, morales ou théologiques, qu'adviendra-t-il lorsque ces connaissances seront réintroduites sans ces filtres? Nous entrons en territoire inconnu, non seulement sur le plan technologique, mais aussi éthique. En définitive, le pouvoir de l'IA de décrypter les textes anciens implique une responsabilité. Le manuscrit de Voynich ne représente pas qu'un simple défi linguistique. C'est un artefact culturel imprégné d'histoires de secrets et peut-être même de retenues délibérées. Si l'IA parvient à une traduction intégrale, le résultat pourrait aller bien au-delà d'une simple clarification. Cela pourrait nous confronter à des connaissances oubliées, des contenus dissimulés non pas par inutilité, mais parce qu'ils étaient trop perturbateurs. La question finale n'est pas seulement de savoir si nous pouvons résoudre le mystère, mais aussi ce que nous ferions de la réponse. Et si après des siècles de silence, le manuscrit prenait enfin la parole et que nous regrettions qu'il l'ait fait, si ce mystère qui se dévoile a captivé votre attention, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à laisser un commentaire avec votre théorie et à vous abonner pour découvrir d'autres analyses approfondies de ce genre. N'oubliez pas de cliquer sur la vidéo suivante à l'écran, car l'histoire ne s'arrête pas là.